souhaitons la bienvenue à Paris. Nous vous prions de rester assis avec votre ceinture de sécurité bouclée et vos bagages rangés jusqu'à la consigne des ceintures soit éteinte. Bonjour, bonsoir, au microphone Bruno Guglielminetti. Très heureux de vous retrouver pour cette édition spéciale du vendredi 21 octobre 2022 en direct de Paris. Je pourrais cette semaine vous parler de l'innovation dans le monde de l'automobile parce qu'en début de semaine, j'ai visité le Salon mondial de l'auto de Paris et j'ai vu plein de choses intéressantes, mais on va y revenir dans les semaines à venir. J'ai pris des notes, j'ai fait des contacts. On reviendra sur le sujet. D'ailleurs, je me permets une parenthèse au sujet du nom de l'événement. On aurait pu parler du Salon franco-chinois de l'auto de Paris parce qu'on y voyait essentiellement que des voitures françaises et chinoises. Il n'y avait pas d'Allemand, il n'y avait pas d'Italien, il n'y avait pas d'Anglais, il n'y avait pas de Suédois. Et les voitures chinoises, elles étaient toutes électriques, ce qui me porte à croire que si les Français bougent pas plus vite, ils vont bientôt être envahis par les fabricants de voitures électriques chinoises qui présentent des véhicules vraiment intéressants et à des prix plutôt raisonnables. Mais bon, ce n'est pas le sujet de la semaine. Cette semaine, je vous parle plutôt de podcast avec plusieurs invités. Et le prétexte, c'est la tenue ces jours-ci du Paris Podcast Festival. J'y suis depuis 2 jours. J'ai croisé plein de gens et je vais partager avec vous quelques-unes de ces rencontres. Et puis en bonus, hors du festival de podcast, j'ai été rendre visite à mon ami, collègue, journaliste, podcasteur Jérôme Colombin pour prendre de ses nouvelles. Vous allez voir, c'est pas banal, sa transformation de journaliste en podcasteur. Et Jean-François Poulin demeure dans la thématique cette semaine en parlant de podcast, mais en nous parlant d'accessibilité du podcast avec son invité. Alors voilà pour le menu podcast de mon carnet cette semaine. Et puis en plus, il y a Stéphane Ricoul qui est là pour nous parler de LinkedIn et de la multiplication des faux profils et des arnaques sur la plateforme. Alors, j'arrête ici et on fait une courte pause et je vous reviens avec ma première entrevue. Si vous entendez du bruit derrière moi et que vous vous demandez où je me trouve, je suis présentement dans le parc qui est devant la Gaîté Lyrique, qui est l'endroit où se passe le Paris Podcast Festival. Alors, pour revenir à l'événement, parmi les gens que j'ai rencontrés lors de cet événement, qui n'est pas terminé, là, ça se termine dimanche, il y a notamment Étienne Roy. Il est le patron du contenu dans l'univers des balados chez Cube Radio et il est à Paris pour faire des affaires, évidemment, mais également parce qu'il y a de ses productions qui sont en nomination. Alors, dans un premier temps, on va aller à sa rencontre et tout de suite après, je vous propose une rencontre avec Maude Pétel-Légaré qui signe la réalisation de la balado Synthèse qui est animée par Claudia Larochelle, une balado qui est produite par Transistor Média en collaboration avec Cube Radio et c'est notamment cette production qui est en nomination dans la catégorie francophonie pour les gens de Québécois et pour les gens de Transistor. Bonjour Bruno. Étienne, on se croise ici au Paris Podcast Festival. On peut dire que Cube Radio a une grosse délégation dans l'édition cette année? On a une grosse délégation. C'est la première délégation, on pourrait dire. J'étais venu en 2019 en solitaire pour observer. Et cette année, le fait que le Canada est le pays invité du festival, c'est une opportunité pour nous de s'engager davantage. Donc oui, on est un peu plus nombreux. Mon collègue Dominique Plamondon, directeur des opérations, est présent. On a la chance d'avoir un podcast en nomination dans la catégorie francophone avec l'équipe de Synthèse. Donc, il y a une belle partie de l'équipe de Transistor Média qui a produit avec nous Synthèse qui sont là. On a aussi lancé un podcast avec Victoria Charlton. Et Victoria, elle, est invitée sur un panel, une discussion sur le true crime. Et on a Gabriel Caron qui, non seulement est invité sur un panel pour une collaboration, en fait, un crossover qu'il appelle, donc un enregistrement combo de podcasts avec Bliss, un podcast qui parle de maternité. Exactement le même sujet que Gabriel Caron et son podcast « J'ai fait un humain ». Et Bliss, elle est extrêmement populaire ici. Je sais pas si les gens savent pas, mais elle a des centaines de milliers d'écoutes par mois. Alors, c'est une rencontre incroyable. Et Gabriel, on lui a demandé d'animer la cérémonie de clôture du festival. Alors, c'est une Québécoise, une humoriste de chez nous, qui va faire l'animation de la cérémonie de clôture avec la remise des prix et tout ça.
Fait que oui, c'était long pour dire qu'on a beaucoup de monde. Mais ça représente quoi pour Cube Radio d'être présent au festival comme ça? Ben, ça représente beaucoup de choses. Ça représente une manière de montrer qu'on existe dans la francophonie. De dire au public français, mais belge, suisse, que oui, Cube Radio, c'est une maison de production de podcasts, c'est aussi une radio numérique qui fait des contenus qui peuvent vous rejoindre, qui pourraient vous toucher. Puis c'est une façon aussi de dire au Québec qu'il y a une reconnaissance, qu'on essaie de se faire connaître ailleurs, puis qu'on veut montrer que ce qu'on fait comme contenu est un contenu qui a une qualité, qui a une valeur, puis qui peut rejoindre plein d'oreilles partout dans la francophonie. Puis c'est une manière aussi pour nous de faire des échanges, d'explorer toutes les possibilités, de faire des partenariats, des échanges, que ce soit des partenariats commerciaux, des partenariats de production. On est vraiment dans cette démarche-là, d'essayer d'ouvrir les possibilités. C'est le numérique. Le numérique, c'est ouvert. C'est plus les médias traditionnels fermés, locaux. Alors, il faut essayer d'explorer ces avenues-là. Puis c'est ce qu'on fait. On a eu des rencontres déjà dans les derniers jours. C'est là que j'allais vous amener parce que on voyait, il y a Radio-Canada, de l'autre côté de la rue, qui vient présenter des podcasts qui sont faits en partenariat avec la radio publique française, France Culture. Et là, de votre côté, c'est ça commence à bouger aussi de ce côté-là? Je peux pas dire encore on peut pas faire d'annonce. Mais il y a des discussions. On parle très sérieusement. Les défis, en fait, du côté privé, il faut pas le cacher, c'est parfois le manque un peu de ressources de financement. On est plus limité, et autant pour les Français que pour nous. Alors, pour cibler le bon projet, pour cibler la bonne façon de le faire, de faire des collaborations, il faut. On n'a pas, je dirais, qu'on n'a peut-être pas encore trouvé la solution parfaite. Au niveau des partenariats commerciaux, on est en processus de faire des tests pour s'entraider. Alors, ça, déjà, c'est avancé. Mais la production, oui, moi, j'en rêve de faire exactement comme le fait France Culture et Radio-Canada, une production sur une série. Bon, nous, on fait beaucoup de true crime. Est-ce que ça pourrait être un true crime? C'est un format documentaire aussi. On aimerait beaucoup ça. Ouais. Mais quand on pense à une série comme celle de Victoria Charlton, c'est le genre de produit qui s'importe bien, ça? Oui, en fait, Victoria, c'est un souhait depuis le début de Cube. Là, je pense que je vais peut-être l'apprendre en écoutant ça. Mais je me souviens, dans nos premières discussions à Cube, on parlait de Victoria. Et là, finalement, l'opportunité s'est présentée. Et on a la chance aussi de l'avoir en édition chez nous. Donc, il y a un contexte aussi qui aide à tout ça. Et Victoria, ce qui est formidable, c'est que oui, elle est très populaire au Québec, mais elle était aussi très populaire en France. C'est que pour nous, c'était un no-brainer en bon français, de se dire, oui, il faut, elle est excellente, elle est bonne, elle raconte bien, les gens l'aiment, et on s'en va faire un contenu un peu différent, c'est-à-dire format serial, écoute en série d'une vraie enquête sur un cas, elle parle toujours de vrais cas, mais là, c'est vraiment plongé dans une enquête sur 8 épisodes, et ça permet d'aller un peu ailleurs avec elle, dans son format, dans son créneau. Et voilà, puis c'est formidable de pouvoir on s'est coordonné aussi pour le lancer simultanément avec le Paris Podcast pour justement voir si ça peut pas avoir un impact. Mais à la rigueur, si ça marche pas tant que ça en France, au Québec, on sait qu'elle va bien marcher. Fait que voilà, c'est un peu de l'exploration, puis on essaie, puis c'est super. Et si on regarde le catalogue à venir des productions, toujours curieux de savoir, mais vous vous enlignez vers quoi? Est-ce qu'il y a des créneaux qui vous intéressent? Est-ce que vous êtes à la recherche d'idées? C'est vraiment une excellente question parce que on a fait beaucoup un peu d'essais-erreurs au début. On s'est vraiment un peu lancé à toucher. C'est sûr que on favorise beaucoup la création de contenu avec nos créateurs de contenu à l'interne parce que c'est un peu plus facile à travailler. On n'a pas encore autant de moyens qu'on voudrait pour signer des licences, des partenariats. Mais je dirais qu'on voit bien que le créneau de True Crime fonctionne très, très bien. On a la chance de pouvoir faire des séries d'enquête, format serial, un peu plus à l'américaine et tout ça. Donc, ça, on le voit qu'à court, moyen et long terme, il y a énormément d'écoute. Alors, c'est sûr que ça, on veut continuer dans ce créneau-là. Les créneaux aussi petits comme on a en 5 minutes, on veut en développer. On veut trouver une façon de développer plus. Pour nous, c'est vraiment un succès. Puis on se cachera pas, on fait pas de marketing autour de ces séries-là. Mais il y a toujours une progression, il y a des volumes d'écoute. On est capable de rentabiliser cette production-là, ce qui est assez extraordinaire. Donc, oui, il faut explorer. Une fois qu'on a trouvé un format qui marche bien, il faut mettre des efforts pour, essayer de le faire progresser, mais peut-être aussi trouver des contenus qui pourraient complémentaires ou un peu dans le même esprit pour pouvoir en faire plus. Mais on est toujours ouvert, on est toujours à l'écoute de nos projets, on en reçoit régulièrement. Il faut
soyez toujours ouverts à nous envoyer. En toute confidentialité, on va les écouter. On va prendre contact avec vous dans la plupart des cas. Et la mentalité, c'est toujours de dire, écoutez, on vous écoute. Si on est capable, on a une opportunité, on va essayer de le faire. Mais continuez aussi de votre chemin, tu sais. Attendez pas après nous, tu sais. Mais oui, j'ai écouté des centaines de projets. Puis c'est ça qui est excitant aussi, c'est de voir cet intérêt, cet enthousiasme, ces gens qui veulent essayer de créer des nouveaux podcasts. Puis il y en a de tous les goûts, tu sais. Étonnez-nous. Étienne, en terminant, ça serait quoi une bonne édition du Paris Podcast Festival de 2022 pour toi? Est-ce que j'ose dire gagner? Écoutez, c'est sûr, je suis un peu superstitieux, mais si Synthèse pouvait remporter un prix, on serait vraiment heureux. Mais déjà, juste la nomination, c'est extraordinaire parce qu'il y a juste 5 productions qui sont choisies parmi plus de 90, je crois. Alors déjà, pour nous, c'est une victoire en quelque sorte. C'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance, c'est mieux dit, oui, exactement. C'est vraiment une reconnaissance, c'est extraordinaire. Déjà, là, on est super heureux. Puis le reste, c'est qu'on continue à développer. La victoire, c'est qu'on fasse encore plus de contacts, plus de liens avec la communauté ici de podcasteurs. Puis on va revenir au Québec très heureux et de partager notre expérience et tout ça. Bien, Étienne, bon festival. Merci. Puis merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Merci beaucoup, Bruno. C'est très apprécié. Maude Pétel, bonjour. Bonjour, enchantée. Maude, d'abord, comment vous présentez aux festivaliers qui vous découvrent? Eh bien, je suis réalisatrice et journaliste, mais ici, pour le moment, pour le Paris Podcast Festival, je vais être réalisatrice de la 3e saison de Synthèse, qui est une série qui porte sur un meurtre non résolu, donc le meurtre de Catherine Daviau. Mais en fait, c'est plus un véhicule que pour parler des féminicides, pour les dénoncer, en fait. Fait que voilà, c'est comme ça que je me présente. C'est une longue présentation, mais je suis pigiste. Fait que je fais plein de choses. Mais aujourd'hui, je suis réalisatrice de cette série-là. Alors, je vais parler à la réalisatrice de podcast. Qu'est-ce que ça représente, le Paris Podcast Festival, pour une réalisatrice? Beaucoup de reconnaissance. En fait, moi, quand on m'a annoncé que j'allais faire partie d'un panel, j'ai eu plein d'émotions. La reconnaissance. C'est aussi vraiment le fun de rencontrer d'autres personnes qui font la même chose. Tu sais, il n'y a pas d'école de podcast. Tu vas pas à l'école pour apprendre comment faire un podcast. C'est vraiment... Tu sais, moi, j'ai un milieu plus journalistique. J'ai fait une maîtrise là-dedans. Puis je me suis retrouvée à faire... moi, j'ai pas envie de faire des reportages radio purs et durs comme j'ai fait à l'école. J'ai envie d'aller chercher quelque chose de plus littéraire, de la création. Puis en même temps, je me voyais pas faire du documentaire au cinéma. Puis j'ai découvert le documentaire sonore. Puis il n'y a pas d'école, puis c'est en rencontrant les gens, en écoutant des balados, que je me rends compte qu'il y a tellement de possibilités. Fait que les moments ici, c'est pour faire du réseautage, bien sûr, mais aussi pour découvrir des balados que je n'aurais pas écoutés si je n'avais pas rencontré les personnes, parce que, vous le savez, le balado, il y en a tellement que qu'est-ce qu'on écoute, tu sais? Ça se perd tout le temps, fait que c'est le fun de rencontrer les gens, les créateurs. Voilà. Vous parlez de réseautage. Est-ce que le Paris Podcast Festival, pour une réalisatrice québécoise, par la langue commune, là, est-ce que ça devient un endroit stratégique? Je pense que c'est stratégique, mais tu sais, moi, je suis plus dans la création. Fait que pour moi, c'est plus une façon de rencontrer différents créateurs puis d'être inspiré par leur travail puis de présenter aussi ce qu'on fait. Donc, ça pourrait être stratégique. Puis c'est le fun aussi de rencontrer des gens qui ont des mêmes conceptions, des mêmes idées, des mêmes aspirations. Fait que ça pourrait être stratégique dans le fait c'est le fun, on rencontre du monde, puis peut-être que ça me permettra de travailler avec d'autres. Comme là, je viens de rencontrer l'équipe de Louis Média avec qui j'ai déjà collaboré. J'ai fait un stage de 5 mois avec elle, mais c'était pendant la pandémie, donc je les avais jamais vus en vrai. J'ai passé 5 mois à me réveiller à 3 heures du matin parce que mon jour 1 où j'étais à Paris, j'ai dû être rapatriée. Fait que là, c'est le fun, je les ai rencontrés en vrai, puis il y a quelque chose de spécial, tu sais. Pendant 5 mois, j'ai quand même travaillé avec elle, mais là, j'ai créé un vrai contact aujourd'hui, tu sais. Et le Paris Podcast Festival, pour la consommatrice de podcast qui cherche la nouveauté, ça représente quoi? Ben, je trouve ça merveilleux. Je découvre plein d'affaires. Puis je suis venue il y a 4 ans, quand j'ai fait une session à l'étranger à Lille. Donc Lille, c'est à peu près à 2 heures d'ici en train. Puis j'étais venue comme simple auditrice, puis j'avais découvert plein d'affaires. Puis c'est à ce moment-là que je me suis dit, moi, je veux faire du podcast. Fait que je trouve ça vraiment merveilleux. Puis, tu sais, tous les festivals, c'est pas mon premier festival de podcast. Il y a le festival de la radio numérique à Elmer, de Transistor, qui est incroyable. Il y a plein de beaux mondes, il y a plein de découvertes. J'étais allée aussi à un festival qui s'appelle
Here You Are en Belgique, à Bruxelles. J'avais été bénévole, je travaillais au bar, c'était très drôle. Mais ce qui était le fun, c'est que justement, je découvrais aussi plein de créateurs qui sont plutôt moins dans le balado traditionnel, mais plus dans l'art sonore. Puis j'avais découvert qu'il y avait des centres de création au Québec que je connaissais pas. Puis c'est à Bruxelles que j'ai découvert qu'il y avait le centre Avatar. Fait que, tu sais, il y a plein de choses comme ça qu'on découvre. Voilà, en s'intéressant par curiosité. Alors, mis à part le fait que vous êtes invité à participer à un panel, ce qui est déjà là une reconnaissance, ça va être quoi un festival réussi pour vous? Ah, c'est déjà réussi. De rencontrer des gens, d'avoir du plaisir, puis de... Tu sais, quand on est pigiste, on travaille un peu chez soi, seul. Là, ça a l'air un peu déprimant, j'adore ma job, là, mais ce qui est le fun, c'est de rencontrer des gens qui sont comme nous, qui ont des aspirations similaires, puis qui comprennent aussi ce qu'on fait. Parce que des fois, quand je me présente, puis je dis « Salut, moi, je suis réalisatrice », les gens, ils ont un point d'interrogation. Ils se demandent c'est quoi, surtout une réalisatrice de balado, qu'est-ce que c'est. Fait que c'est le fun de pouvoir expliquer ça. Puis même par rapport à la France, c'est très différent le concept de réalisation. Donc c'est très intéressant de pouvoir dire ce qu'on fait puis d'être avec des gens qui partagent nos passions. C'est une belle porte ouverte, ça. En quoi c'est différent la réalisation par rapport au Québec et en France? Bien, ce que j'ai compris, c'est que j'ai l'impression que la réalisation... Tu sais, déjà, la réalisation, c'est assez flou comme concept. Pour ma part, moi, je suis plus une réalisatrice journaliste, c'est-à-dire une personne qui va vraiment écrire l'histoire, qui va scénariser l'histoire. Là, pour Synthèse, j'étais avec Claudia La Rochelle, qui est journaliste. Donc, c'était vraiment un travail commun, mais il y avait quand même... Moi, j'étais beaucoup dans la scénarisation. Puis Claudia, elle écrivait, par exemple, les narrations, mais il y avait vraiment un travail commun. Il y a certains réalisateurs qui vont plus toucher à la post-prod, fait qu'à la conception sonore, tout ça. Moi, je touche un peu à tout, mais je suis pas musicienne. Si vous me mettez une guitare ou tu sais, le mixage, c'est vraiment pas mon dada, mais je vais faire le pré-montage. Je peux faire du montage aussi, mettre des archives, tout ça, mais c'est moins mon truc. Moi, je suis vraiment plus dans le contenu. Fait que ça, c'est la différence. Puis par rapport à la France, je pense que les réalisateurs sont plus dans la post-production. Tandis que moi, je suis vraiment dans les deux. Tu sais, je vais sur le terrain puis je m'investis passionnément dans mes sujets. Bien, merci de partager cette passion. Et moi, peut-être, je vous souhaite un bon festival. Merci beaucoup. Également présent à ce festival du podcast parisien, l'éditeur d'un tout nouveau magazine qui traite justement de balado dans tous ses angles. Je parle du magazine Podcast Magazine et de son créateur, Philippe Chapeau, que j'ai croisé dans les couloirs du festival. Heureux de te croiser ici dans le cadre du Paris Podcast Festival. C'est un événement important, mais il y a encore plus important, c'est le lancement du numéro 1 du magazine. Je pense que c'est concordant. On a sorti Podcast Magazine pour le Paris Podcast Festival parce qu'on avait déjà un petit magazine qui s'appelait Le Pod, mais qui était un petit magazine de poche. Là, on a sorti l'artillerie lourde. Ah non, mais là, c'est un énorme magazine. Ouais, il fait 196 pages au format A4 avec vraiment un mélange pour et les auditeurs et les podcasteurs, qu'ils soient professionnels ou qui se lancent. C'était vraiment l'objectif de mélanger les genres pour essayer d'initialiser un peu plus le marché, de faire en sorte que les gens se rendent compte de l'univers du podcast natif. Alors on est à 95% à un podcast natif par rapport, on parle pas beaucoup de radio ou alors on parle un peu des podcasts natifs que font les radios. Mais l'objectif c'était vraiment de faire ça de manière collaborative aussi et donc d'avoir avec nous des podcasteurs qui sont spécialisés chacun dans leur secteur, qui ont une vision de comment l'audio aujourd'hui se place dans leur vie et qu'apporte le podcast natif dans cette journée audio. Et c'est un peu comme ça qu'on a orienté nos interviews de podcasteurs connus, moins connus. Et c'est assez intéressant de lire tout ça. Et puis, bien sûr, on rajoute à ça du matériel, de l'équipement, des tests, des petites surprises aussi avec un côté un peu plus artistique, des photos et avec aussi des bijoux pour le podcast qui est quand même assez surprenant. Voilà. Donc on a concocté quelques petites surprises et c'est un plaisir que d'avoir un lancement comme ça dans un univers qui est le Paris Podcast Festival. Donc là c'est la journée pro aujourd'hui, donc on n'a pas le droit de diffuser puisqu'il y a CB News qui est partenaire, mais à partir de demain on est là et tous les festivaliers pourront, s'ils le désirent, acheter la version papier. Et ceux qui n'ont pas envie d'avoir la version papier, la version digitale sera disponible à partir de la semaine prochaine, puisqu'on attend un peu. On va d'abord sortir la version papier, mais d'abord, ceux qui veulent le commander peuvent le faire sur notre site dans le monde entier. Pour quelqu'un qui, comme toi, traite de l'actualité de la radio depuis des décennies, de parler du podcast natif
En quoi c'est différent? Alors, en fait, je dirais que nous, notre métier, puisqu'on est des professionnels de la radio, c'est d'être en veille. Donc, en fait, on est en veille sur tout ce qui se passe. Et le podcast est une industrie qui est en train de se mettre en place, qui prend du temps de paire d'oreilles. Et donc, on se doit d'alerter les stations de radio qu'il est en train de se passer quelque chose et que les stations de radio, qu'est-ce qu'elles font? Qu'elles ont souvent la tête dans le guidon, et c'est pas pour les diminuer, hein. Elles ont la tête dans le guidon et elles ne regardent pas, elles ne voient pas ce qui est en train de se passer avec le podcast natif, avec le côté communautaire des podcasts natifs, qui fait que le temps disponible, qui n'est pas illimité chez chacun, va plus aller vers des choses où on se sent concerné parce que le contenu est incarné par une personne que par une radio qui, en général, maintenant, parle à tout le monde. Et quand on dit parle à tout le monde, parle à personne. Donc en fait, c'est un peu ça mon objectif par le biais de tout ce qu'on fait dans le podcast. Et au Paris Radio Show, quand on l'a organisé, on avait 50% podcast, 50% radio. Et il y a beaucoup de gens de radio qui m'ont dit « Oh, mais il y a trop de podcasts ». J'ai dit « Non, il n'y a pas trop de podcasts. C'est qu'il faut qu'il y ait un éveil pour que les radios se rendent compte. » Alors il y a quelques radios en effet qui font beaucoup de choses très intéressantes sur le podcast et sur même interactif entre podcast et radio. Il y a des initiatives qui sont bonnes, mais l'idée c'est vraiment de les aider à être un peu visionnaires par rapport au podcast natif, de s'en imprégner et de voir comment est-ce qu'aujourd'hui les podcasteurs qui sont en train de se lancer vont avoir un succès demain, certainement s'ils arrivent à tenir. Il y a beaucoup de conditions après, hein. Mais un succès qui va être incontournable, avec une communauté qui va être très très proche de ces podcasteurs. Qu'est-ce qu'il faut qu'elles fassent, elles, les radios, pour arriver à sortir leur épingle du jeu? Donc en fait, l'objectif, c'est vraiment ça. C'est vraiment d'aller au cœur avec les podcasteurs. C'est 50 podcasteurs qui rédigent avec nous Podcast Magazine, et on leur pose des questions, on voit comment ils font, quelle est leur méthodologie, et on se rend compte que c'est vrai en fait derrière. Il y a du vrai, il y a de la vérité, il y a vraiment des échanges avec des vraies personnes qui vous parlent, qui vous donnent plein de trucs, plein d'astuces, qui vous aident dans votre quotidien. Ça devrait être le rôle de la radio. Ça l'est plus depuis un certain temps parce que justement on est rentré dans un formatage musical, formatage de l'horloge, formatage du temps où on n'a que 2 minutes pour faire une news, 2 minutes pour faire ça. Et tu sais de quoi on parle puisque tu as fait de la radio et tu es un des pionniers aussi du podcast. Donc moi je trouve qu'il n'y a pas assez de prise de conscience. Et c'est un peu pour ça qu'on a aussi lancé ça. Et bien sûr, l'objectif c'est de faire connaître le podcast natif au grand public, puisque le Podcast Magazine est aussi a comme cible le grand public, les auditeurs. Alors, on revient donc au magazine. Là, il est sorti, il est imprimé, il est fait. Là, ça va être la rencontre avec son lectorat. Qu'est-ce que tu espères là-dedans? Écoute, en fait, on est parti tellement sur un projet un peu différent de ce qui se fait d'habitude, même s'il y a beaucoup de magazines qui se lancent de manière collaborative comme ça. Là, on a fait un peu un ovni dans le magazine, se lancer aujourd'hui, dans la période actuelle, de lancer un magazine papier. C'est complètement, comme disait Mathieu Stéphanie, c'est what the fuck. C'est un peu what again. Donc il m'a dit, c'est un peu what the fuck. C'est exactement ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, c'est un peu what the fuck. Et je lui ai dit, t'as raison, c'est vraiment what the fuck. Donc, écoute, on verra. En tout cas, j'espère qu'il va plaire. Parce que, tu sais, le plus beau cadeau qu'on puisse avoir, c'est que les lecteurs soient les premiers à nous faire la promotion et qu'on n'ait pas besoin de leur demander. Je peux dire que c'est déjà ça ce que je vois. Moi, je l'ai reçu ce matin. Je l'ai feuilleté. J'ai hâte de m'asseoir et de pouvoir probablement faire ça dans l'avion. Je vais avoir 6-7 heures là, pour passer à travers. C'est fait, en fait, un peu comme le podcast, pour prendre le temps de le lire. Et en prenant le temps de le lire, il y a plein de trucs super intéressants. J'ai lu tous les articles parce que je les ai validés. Et honnêtement, il y en a pour tout le monde. Philippe, merci pour le magazine, puis merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Merci, et puis j'ai très content de te voir en réel, parce que la dernière fois on était en visio, et pour la conférence sur l'UNESCO, et pour avant mon intervention dans ton podcast. Donc je suis très content de pouvoir te rencontrer physiquement. Salut. Ciao.
Quand on fait un podcast pour qu'il soit disponible ensuite sur Apple Podcasts, Spotify, Amazon ou ailleurs là où vous prenez ce podcast, il faut d'abord trouver un hébergeur de podcast comme un hébergeur de site web pour déposer chaque épisode sur le serveur pour qu'ensuite le fichier sonore soit disponible aux agrégateurs de podcasts comme les Apple Podcasts et compagnie et qui vous permettent ensuite, vous, de pouvoir entendre cette émission comme celle que vous entendez présentement entre vos oreilles. Un de ces joueurs essentiels, c'est notamment Ocha, un fournisseur de services qui est utilisé par des milliers de podcasteurs en Europe, mais également chez nous au Québec. J'ai profité de mon passage à Paris pour aller rendre visite au grand patron de Ocha, Maxime Piquette, pour parler avec lui de sa passion pour le son. Voici notre rencontre. Maxime Piquette, bonjour. Bonjour. Je trouve votre parcours fascinant. J'ai l'impression que vous êtes un homme de son. Quand je regarde les dernières réalisations que vous avez faites, il y a notamment Radio King, que j'ai découvert récemment, mais ça fait un petit moment que c'est là. Et puis, tout le monde vous connaît pour votre dernière création, là, Ocha. À une autre époque, est-ce que vous auriez été un homme de radio? Avant l'Internet? Si Internet n'avait pas été là, je pense que ça m'aurait beaucoup plu, oui, de travailler en radio. Il s'avère d'ailleurs que avant de créer ma première boîte Radio King, qui est dans l'univers de la radio, donc, je m'occupais d'une association radiophonique qui s'appelait Futur Radio, qui était parmi l'une des pionnières en France, en tout cas, des radios sur Internet. Et j'ai eu un plaisir fou à travailler dans cette radio sur Internet qui était très très sérieuse et avec toute une équipe derrière. Donc c'était passionnant. Donc oui, je suis un amoureux du son, je suis un amoureux de l'audio, j'étais particulièrement un amoureux de la radio, je suis encore plus maintenant un amoureux du podcast, mais je trouve que l'audio, c'est l'univers de l'imaginaire où tout peut se passer, où on peut être projeté dans un univers totalement différent à travers le son, et c'est ce qui me plaît de pouvoir développer cet imaginaire sans écran pour que chacun, à partir du son, puisse se faire sa propre idée. Avant d'aller chez Ocha, qui va être le principal sujet de notre conversation, je vais quand même faire un clin d'œil à Radio King. Et j'en connais des solutions de web radio sur Internet, mais je trouve tellement que vous êtes arrivé à l'époque, puis encore aujourd'hui, à développer quelque chose de simple qui rend la web radio accessible. C'était quoi le principe à l'époque quand vous l'avez créé? À l'époque, en réalité, on se parle de ça il y a maintenant près de 10 ans. 10 ans, nous, quand on a lancé Radio King, vraiment les premiers prémices, etc. Pour vous donner une idée, l'iPhone n'avait même pas 2-3 ans. Donc c'est pour dire à quelle époque on était. Et en réalité, créer une radio sur Internet, c'était, et en vérité, ça l'est toujours, mais c'était d'une complexité sans nom. Ça l'est toujours, si vous voulez le faire vous-même sans passer par une plateforme comme la nôtre, ça l'est toujours. Je vous souhaite bon courage, parce que c'est extrêmement technologique, c'est extrêmement difficile, c'est du son en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans aucune coupure. C'est de la programmation musicale, avec de la prise d'antenne en temps réel, etc. Donc c'est vraiment difficile. En réalité, aujourd'hui, le comparatif, c'est Twitch. Si on veut regarder, maintenant, c'est Twitch, alors qu'ils ont rajouté un niveau de difficulté avec la vidéo. Mais oui, c'était le souhait principal, c'était de permettre à chacune et chacun de pouvoir créer facilement sa propre radio sur Internet, d'autant plus qu'on était à une période, et on l'est toujours, où la bande FM était saturée. Et où, en fait, il n'était possible que de faire de la radio à travers Internet. Et puis là, on va faire un bond. 10 ans plus tard, je dirais au début de la vague, ou de la Xème vague du podcast, et vous arrivez avec Ocha. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous êtes dit, il faut prendre de front le podcast, il faut avoir une solution française, parce que à l'époque, quand vous êtes arrivé, là, c'était que des Américains, ou il y avait quelques joueurs en Europe, mais qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, il faut une solution française? Avant de se dire la solution française, en fait, comme vous l'avez très bien rappelé, on travaillait avec mon associé donc à travers Radio King dans le domaine de l'audio. Et en fait, un jour, on a pris un vrai recul, et je me rappelle encore de ce moment-là précis. On a vraiment pris un recul ensemble. On a essayé de avoir une vision complète. Et on a compris une chose qui peut paraître simple aujourd'hui avec justement ce recul-là. On a compris à quel point la télévision
et la radio étaient proches dans leur format. La télévision comme la radio se capte, en tout cas à l'époque, par des antennes. La télévision comme la radio, c'est un flux linéaire. Vous le prenez en cours de route. Tous les deux, ce sont des médias que vous consommez à travers un appareil, télé ou radio. Et tous les deux offrent justement une offre médiatique qui est forcément limitée technologiquement par la bande FM ou par la bande hertzienne. Et c'est marrant quand on a pris ce comparatif, on a compris à quel point donc ils étaient extrêmement similaires. Et puis on s'est dit mais tiens, c'est marrant parce que la vidéo sur Internet n'a pas eu le même comportement que l'audio. La vidéo sur Internet, à travers YouTube et Netflix, c'est vraiment réinventé, non pas d'un point de vue technologique, mais d'un point de vue format. D'un point de vue format, grâce à YouTube, on est maintenant sur du format qui n'est plus linéaire, qui est délinéarisé. On a des milliers de créateurs et créatrices qui permettent d'avoir un contenu beaucoup plus adapté à nous, consommateurs, qui est devenant de plus en plus difficile. On a en plus de ça une facilité d'y accéder en mobilité et on peut y accéder plus facilement depuis n'importe où. Et surtout, c'est plus linéaire et donc on peut arrêter, reprendre le programme comme on veut. Et on a voulu transposer ça. On s'est dit, mais ça marche super bien ça, YouTube. Pour faire simple. Mais on s'est dit, mais ça serait quoi le YouTube de la radio ? Eh ben, le YouTube de la radio, c'est le podcast. Et alors, on n'a pas inventé le podcast, mais ça a été un marqueur pour nous dire, très bien, la société consomme maintenant différemment les médias. D'ailleurs, c'est la même chose pour la presse. La presse, à l'époque, vous aviez un journal dans votre boîte aux lettres le matin. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, vous avez de la presse, ou la presse en direct, etc. Mais vous avez de l'information tout le temps, en continu. C'est exactement la même chose. Et donc, on s'est dit, voilà, il y a forcément une consommation qui va changer. En tout cas, nous, en France, on la voyait pas encore, cette consommation. On était encore extrêmement en radio. C'est plus autant le cas aujourd'hui en France. Et donc, on s'est dit, OK, très bien, la consommation a changé. Ça a été le premier point de départ. Le deuxième point de départ, c'était de se dire, comment on fait un podcast ? Par quoi on passe ? Comment on fait ? Et en fait, même à l'époque, nous qui avons été... sommes informaticiens, donc ça devrait être plus simple pour nous. On a voulu lancer un podcast et on s'est dit, mais quelle difficulté ! Même par rapport aux plateformes qui existaient. Mais quelle difficulté ! Et avec toute cette expérience qu'on avait de simplifier quelque chose d'encore plus complexe qui était la radio, on s'est dit, on a des nanas et des mecs super chez nous qui savent développer des super plateformes. On s'est dit, allez, on va se prendre 1 an devant nous, même plus, pour réfléchir à ce sujet-là, pour comprendre réellement comment on va faire pour faciliter la vie des utilisatrices et des utilisateurs pour lancer leur propre podcast. Et ça a été ça notre point de départ. C'est vraiment de comprendre quelles étaient leurs difficultés en termes de création d'un podcast, de lancement d'un podcast, et comment nous, on pouvait solutionner ça. Et très vite, on a réussi à arriver à ce premier point. Très vite, on a réussi à être leader en France en étant extrêmement focus sur cet aspect expérience utilisateur pour qu'elle soit la plus simple possible pour distribuer un podcast. Mais ce qui fait qu'avec cette approche-là, rapidement, vous vous êtes fait une niche dans, je vais utiliser l'expression, monsieur et madame tout le monde. Vous êtes pas, il y a des professionnels qui vous utilisent, mais le gros de votre marché, c'est vraiment des gens qui veulent, des associations, des individus, des influenceurs, mais qui veulent se lancer dans le podcast sans se casser la tête. Oui, pas que. En réalité, aujourd'hui, si on prend uniquement notre marché français, c'est 40% du CAC 40 qui travaillent avec nous, de grandes entreprises, de grands groupes, des collectivités, des ministères. Donc, et effectivement, c'est pas la majorité, mais la plus grande part, ce sont les indépendants, c'est vrai, les associations. Mais c'est cette richesse qui est intéressante. C'est cette richesse qui est intéressante parce que, en réalité, à travers Ocha, on s'intéresse plutôt à des personnes qui se lancent dans le podcast et qui ont le souhait de le faire sérieusement. Hein, on va pas se mentir, il existe des solutions gratuites. Donc, si vous avez envie de passer par une solution gratuite, vous allez la trouver. Simplement, si vous avez envie de faire du podcast, on peut se dire sérieusement, en y mettant les moyens, de réussir, c'est là où Ocha, c'est un service payant certes, mais c'est un service où il y a toute une équipe derrière, toute une technologie derrière qui va vous aider à, en tout cas, être mieux visible sur Internet grâce à nos outils. Et on sent chez vous,
il y a comme l'esprit de communauté qui est important. Par des forums que vous avez créés, par des lieux de rencontres virtuels que vous avez créés. C'est particulier à vous, ça. Oui, c'est vrai que très vite, on a eu envie de créer un ensemble où on se retrouve. Parce qu'en fait, on a très vite compris que ça aussi avec le podcast, et c'est ça qui forme. Moi, j'adore les personnes qui font. Moi, j'adore les clients du podcast, mes clients. Pour les appeler comme ça. Mais en fait, j'adore parce qu'ils sont tous passionnés et ils sont pas là les uns contre les autres. Et en fait, ils forment un groupe, ils se retrouvent autour d'une même passion. En fait, c'est tous des passionnés. Et c'est ça qui est top. Et c'était dommage de pas créer ces endroits, ces univers où ils peuvent se retrouver et échanger entre eux, parce que ils ont tout à gagner à échanger entre eux, pour le podcast ou même humainement. Et donc c'est pour ça qu'on a créé à la fois un espace virtuel qui s'appelle le Club Ocha, qui permet à tous les utilisateurs Ocha de se retrouver, d'échanger. On a même créé récemment ce qu'on appelle une matching room, qui est faite selon un algo qui permet réellement vis-à-vis d'un algorithme de faire un match entre deux personnes pour qu'il y ait de la cross-promotion. Ça, c'est vraiment excellent. Et puis même, on a décidé de passer outre de faire que du virtuel. On organise très régulièrement chez Ocha des apéros physiques. Ce qui est même marrant, c'est que maintenant des personnes de notre communauté créent même leur propre apéro Ocha sans que ça soit fait par nous, à différents endroits dans la France, et ça, c'est plutôt chouette. Mais là, je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai l'impression qu'à un moment donné, vous avez, à part de bâtir une plateforme performante qui répondait aux besoins des podcasteurs, vous vous êtes positionné sur la France, et puis après la francophonie. Il y a énormément de Québécois qui utilisent votre plateforme. Mais là, vous faites un grand saut. Vous arrivez aux États-Unis. D'ailleurs, je vous posais la question parce que quand j'ai vu l'annonce, c'était Ocha arrive en anglais, évidemment. Là, Ocha arrive en Amérique. Quelle est la réflexion derrière ça? Simplement, effectivement, on remarque aujourd'hui que dans notre parcours et dans ce qu'on a fait chez Ocha, on y a été étape par étape. On a vraiment voulu s'assurer en premier lieu de réussir à créer un produit qui répond et qui permet d'ajouter une réelle valeur attendue à nos utilisatrices et utilisateurs. De pas proposer une solution qui, au final, ça répond pas exactement à ce que je veux, ça marche pas bien, c'est pas stable, l'équipe derrière est pas réactive. Vraiment, on voulait absolument déjà, premièrement, s'assurer que on répondait réellement aux besoins de nos utilisatrices et utilisateurs. Et maintenant qu'on a fait ça, maintenant qu'on a énormément avancé, on a dépassé ce stade-là, on est arrivé à un deuxième stade qui est: c'est quoi la valeur complémentaire qu'on va pouvoir ajouter sur le marché qui n'existe pas ailleurs? Ça, on l'a trouvé à travers le fait de développer de plus en plus des outils et de la data sur le marketing du podcast et des outils de promotion pour aider à rendre visible un podcast. À travers ça, par exemple, on est les seuls à avoir un social media manager qui est connecté à Instagram, Facebook, LinkedIn et Twitter. On est les seuls à avoir développé notre propre outil de newsletter. On est l'une des rares plateformes à être connectée et à diffuser automatiquement des vidéos, à convertir des podcasts et à les diffuser sur YouTube. Donc, on a tout un ensemble de choses qui font que, technologiquement, quand on regarde notre application vis-à-vis des plateformes américaines, on n'a pas du tout à rougir. Et nous, on rougit pas du tout. Et arrêtez, nous, on a fait beaucoup de benchmarks parce qu'on est là. On est les petits nouveaux là-dedans. On a fait des benchmarks. On est au-dessus. On est au-dessus. Je ne veux pas dire qu'on est au-dessus sur tout. Il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on s'améliore. Et après, c'est en fonction de chacune des plateformes. Il y en a qui ont des améliorations par rapport à d'autres. Mais on propose une réelle innovation qui est réellement ces outils de promotion et de visibilité sur son podcast. Et on trouvait que c'était dommage de ne le réserver qu'à un marché français. Et au-delà de ça, on s'est dit, est-ce qu'on va aller chercher l'Europe? En réalité, l'Europe, c'est compliqué parce que c'est un marché qui est très morcelé. Il faut faire un travail très minutieux dans chaque... On s'est dit, on va regarder quel est le plus gros marché. Le plus gros marché, c'est les US. On va pas on va pas s'embêter. On va aller aux US et on va développer le marché aux US parce que c'est là où sont la majorité des utilisatrices et utilisateurs potentiels. C'est aussi un sujet qui, je pense, est très important, encore plus peut-être aux États-Unis avec le nombre important de podcasts qui existent. Il est important de pouvoir émerger à travers cette offre.
Et donc, nous voilà avec Ocha. On connaît d'ailleurs depuis qu'on a lancé, on connaît une belle avancée puisqu'on a beaucoup de nouvelles personnes qui nous rejoignent. On est extrêmement heureux. Et donc, on va continuer comme ça à faire connaître Ocha auprès des Américains. Est-ce que votre arrivée en Amérique comprend le Canada? En fait, le Canada, nous, on est toujours très liés au Canada depuis le début. Vous le disiez, on a beaucoup de clients déjà situés au Canada. Beaucoup, évidemment, francophones à travers le Québec. Mais pas que, on a aussi des Canadiens anglophones, etc. Donc, oui, c'est l'idée, et on le sait. En réalité, on parle des États-Unis, mais c'est l'Amérique du Nord. C'est l'Amérique du Nord, donc c'est évidemment c'est le Canada aussi qui nous intéresse parce que en plus je pense qu'il y a une affection particulière entre la France et le Canada. Donc bien sûr, ça nous plaît aussi de pouvoir nous rapprocher de nos amis canadiens. Mais une fois la plateforme adaptée pour le marché anglophone, il y a quand même tout un système d'opération. Il y a le décalage, la réalité de la décalage. Est-ce que ça veut dire que vous avez maintenant une nouvelle équipe qui, elle, est dédiée à fonctionner sur le fuseau horaire nord-américain? Bien sûr, elle est déjà en place. Bien sûr. Aujourd'hui, on a déjà 3 personnes qui sont aux États-Unis, qui sont américains. 3 personnes là-bas. On prévoit d'embaucher le double encore d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine. Mais évidemment, l'important, c'est que l'expérience Ocha soit la même pour un Français qu'un Américain, qu'un Canadien. Et cette expérience-là, elle passe aussi beaucoup, parce que pour ceux qui connaissent notre service, elle passe beaucoup par la relation client qu'on peut avoir. Et on s'en cache pas, chez Ocha, on a un taux de satisfaction client qui est incroyablement élevé, de l'ordre de 97% de satisfaction, ce qui est vraiment formidable. Mais il est important pour nous de reproduire cette même satisfaction, et donc pour ça, il faut répondre vite. Et donc, il nous faut des personnes sur place et c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Ouais. Une autre actualité, ça a été l'annonce récemment que vous avez faite par rapport pour les gens qui veulent monétiser leur podcast, mais aussi sur la mesure que vous allez faire de la lecture des écoutes qui ont été faites. Auparavant, on parlait de quelques secondes et puis maintenant, on passe à 60 secondes. Pourquoi changer ça? Oui, alors c'est pas encore quelque chose qu'on a officialisé. On en a parlé à nos clients parce que c'était un changement important et qui vont être impactés. Pour l'instant, on n'officialise pas cette annonce-là parce que ça doit être officialisé avec l'organisme de l'IAB. En réalité, jusqu'à présent, on utilisait une norme qui est plutôt connue en France, qui est moins connue à l'international, qui est la norme ACPM pour certifier les écoutes, et ça a toujours été important pour nous de dire que les écoutes ne sont pas calculées selon Ocha, mais sont calculées selon un organisme professionnel dans le métier qui va déterminer précisément comment on doit faire ça. Et ça, c'est important parce que chacun fait fait sa propre mesure de son côté. En fait, la mesure, elle vaut rien parce que chacun va avoir une mesure différente et donc il y a plus une réalité autour de ça. Là, on a effectivement décidé de passer sur une autre mesure qui est en réalité la mesure internationale. On était français, maintenant on est international et donc notre mesure aussi doit devenir internationale. Et la mesure internationale aujourd'hui, la mesure la plus reconnue mondialement, c'est l'IAB. C'est l'IAB et l'IAB propose une mesure du podcast qui est extrêmement proche quand même de ce qu'on faisait à travers la CPM. Il y a un changement important, c'est celui que vous citez, c'est que jusqu'à présent, une écoute était prise en compte dès la première seconde. Là, avec l'IAB, on ne prend en compte une écoute que lorsqu'elle a été réalisée sur au moins 60 secondes. Donc, c'est un gros changement qui, malheureusement, risque d'appliquer une baisse statistique de data auprès de nos utilisateurs. Mais ce qui est important de rappeler, c'est que l'audience ne change pas. Nos clients ne perdent pas réellement d'auditeurs, c'est la mesure qui change et qu'en réalité, il est important de pouvoir se mettre à cette norme et j'ai envie de dire, je pense que c'est important que tout le monde puisse se mettre à cette norme pour que globalement et mondialement, on ait une seule et même mesure pour définir ce que c'est une écoute de podcast.
Cette semaine, dans le cadre du Paris Podcast Festival, il y avait CSA Havas qui présentait les résultats d'une enquête sur un échantillage qui était réduit, mais quand même. Et eux avaient l'impression, selon leurs chiffres, que le podcast stagnait en France. Est-ce que vous, basé sur le taux d'utilisation, les statistiques que vous voyez dans l'ensemble, avez-vous cette impression-là qu'il y a une stagnation du podcast en France? Absolument pas. Absolument pas. Alors, je sais pas les sources auxquelles ils peuvent accéder. En tout cas, chez Ocha, c'est absolument pas le cas. C'est pas le cas à la fois de deux choses, et d'ailleurs on le voit à travers les chiffres de la CPM. Si on se parle de l'audience, les chiffres de la CPM ne sont qu'en croissance, et donc on voit très bien que plus ça va et plus l'audience est importante. On le voit pas non plus en termes de création. Chez Ocha, on a de plus en plus de créatrices et de créateurs de podcasts. Ça s'essouffle pas du tout. C'est même en progression. Donc, c'est pas des éléments qu'on retrouve pour l'instant. Maxime Piquette, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 5 prochaines années? Alors déjà, on va se souhaiter de réussir aux États-Unis et au Canada dans les prochains mois. On va espérer accueillir beaucoup de podcasteuses et de podcasteurs sur Ocha, évidemment. Et puis après, non, moi j'ai un souhait, mais qui est plus global sur l'écosystème du podcast. Moi, c'est un écosystème que je trouve formidable aujourd'hui. Il faut se dire qu'on a une chance avec le podcast, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas soumis à une seule et même plateforme. Il n'y a pas une plateforme qui dicte la loi du podcast. Il y a des plateformes qui sont importantes, plus importantes par certaines que d'autres, comme Apple ou Spotify, mais je pense que ce qu'il faut souhaiter, en tout cas pour nous tous, pour notre écosystème podcast, c'est que on travaille et on fasse en sorte qu'il n'y ait jamais, ni un Ocha, ni ailleurs, ni une autre plateforme, un acteur qui soit majeur ou principal dans cet écosystème. Parce que si c'est le cas, et si ça devient le cas, malheureusement, ça veut dire que les choix, les responsabilités et toutes les contraintes viendront uniquement de cette seule et même plateforme. Donc moi, je prône pour un écosystème ouvert, où chacun a sa place, chacun peut travailler, voilà, où il y a la concurrence. C'est bon d'avoir de la concurrence, on est très content d'avoir des concurrents. Et je pense que c'est autant important évidemment pour nous et pour les acteurs économiques, mais je pense que c'est aller encore plus en réalité pour les podcasteurs et podcasteuses pour s'assurer de ne jamais être contraint et d'être toujours libre, parce que c'est un format qui est libre, comme la radio l'était. Sur ce, Maxime Piquette, merci. Merci beaucoup. Merci. Autre passionné du son et de la technologie, c'est mon ami Jérôme Colombin. Hier, journaliste spécialisé à la radio française d'État. Aujourd'hui, il est podcasteur techno depuis plus d'1 an. J'étais curieux de faire le point avec lui sur cette transition, sur sa façon de suivre l'info, sa façon de la rapporter et voir avec lui ses apprentissages au passage. Alors, par la magie du son, on se retrouve dans son studio au pied de la tour Montparnasse. Jérôme Colombin, salut. Salut Bruno. Hey Jérôme, je suis content parce que dans ce voyage-ci que je fais à Paris, c'est l'occasion de venir te rendre visite aussi. J'en suis ravi. Et puis j'en profite pour faire un peu le point. Je sais que c'est un peu tard parce que ça fait presque 1 an et 3 ou 4 mois que maintenant tu offres Monde Numérique à tes auditeurs, mais j'étais curieux de savoir qu'est-ce que tu as appris. Ah, on est vraiment à Paris, hein? On est vraiment à Paris parce que, oui, là, on dit où on est? Oui, oui. Bah oui, on est en principe, c'est mon studio. Sauf que j'ai encore un petit problème d'acoustique à régler. C'est léger. Non, mais au moins. C'est léger. Voilà, on entend très, très bien les ambulances et les pompiers qui passent en bas de la tour Montparnasse. C'est pas des effets sonores que tu rajoutes. Ah non, c'est du vrai de vrai. Et donc, c'est ça. Alors, je te repose la question. Ça fait, corrige-moi là, ça fait 1 an et 3, 4 mois? 1 an et demi que Monde Numérique existe. Oui, 1 an et demi depuis juin 2021. Qu'est-ce que tu as appris depuis le début, là? Oh là! J'ai appris plein de choses, qui sont pas forcément toutes très intéressantes pour les gens qui écoutent. Hein. C'est plutôt des trucs de podcasteurs que j'ai appris. Mais c'est vrai que je commence à comprendre. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à être écouté par un maximum de gens, à les satisfaire. Voilà, donc moi je suis très très à l'écoute effectivement de ma communauté, comme on dit. Je pose des questions, les gens m'envoient des messages, ça c'est génial. Mais j'essaye
de satisfaire tout le monde. Et la première chose que j'ai apprise, c'est que c'est pas facile. Parce que il y a plein de profils différents. Je demande aux gens, mais comment vous écoutez Monde Numérique? Alors moi, j'écoute toute l'émission en entier. Je m'arrête là. Moi, j'écoute toute l'émission en entier et puis toutes les interviews à côté. Moi, j'écoute que l'actu et puis après, je vais passer sur les interviews long format. C'est impossible de satisfaire tout le monde. Ce n'est pas possible. Donc, je me creuse la tête pour essayer d'inventer des combinaisons. C'est-à-dire comment je vais offrir ce produit audio aux gens pour qu'ils puissent au mieux en profiter et essayer de satisfaire tout le monde. Mais c'est intéressant que tu parles de cet aspect-là parce que il y a aussi l'autre aspect de journalistique ou éditorial. Oui. Tu as passé, ça fait quoi, 30 ans Oui, pas loin de 30 ans, 27 ans à Radio France. Technologie à la radio publique, et puis aussi dans le privé. Donc, tu as fait une trentaine d'années à la radio publique, principalement à parler de technologie. Est-ce que aujourd'hui, tu traites l'actualité d'une autre façon? Parce que tu es sur ton émission. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Non, ce qui va être intéressant, c'est ce que toi, tu vas dire. Je la traite différemment parce qu'à France Info, j'étais enfermé dans mon format. France Info, c'est une radio d'actualité chaude et je faisais une chronique qui était très courte, qui faisait 2 minutes. Les jours de fête, ou plutôt le week-end, ça on passait à 4 minutes. À un moment, j'avais une séquence invitée récurrente, mais je crois que j'ai jamais fait plus de 10 minutes en entier, en direct, avec un invité. Donc aujourd'hui dans le podcast, je suis en liberté et c'est formidable. Ce qui me fait dire que je rencontre plus de gens et je traite plus de sujets depuis que j'ai quitté la radio, paradoxalement. C'est-à-dire que je me suis pas retrouvé isolé, perdu dans mon coin, au contraire. Et après, sur le fond de comment on traite l'actualité, oui, je la traite différemment. J'ai plus l'obsession de me dire oh là là, Madame Michu, pardon pour Madame Michu. Pour Madame Michu au fin fond du Cantal, il faut quand même qu'elle comprenne un petit peu de quoi je lui parle. Il faut toujours partir du basico-basique. Ben là, je m'adresse un peu plus à des gens qui s'y connaissent, même si j'essaie de rester très très accessible. Et donc forcément, c'est plus facile. C'est plus facile parce que parfois, moi, j'ai des souvenirs de sujets que je devais traiter. J'allais à des conférences de presse, je voyais tous mes petits camarades de la presse spécialisée, ils n'avaient pas d'état d'âme. Il y avait une information qui était délivrée, et ils allaient la traiter dans leurs médias. Moi, c'était, alors attends, comment je peux raccrocher ça à l'actualité politique du moment, ou avec... c'était casse-pied, journalistiquement parlant, au bout d'un moment. Et quand tu regardes ta façon de te tenir au courant, est-ce qu'elle a changé, de suivre l'actualité, de faire ta veille? Parce que le rythme est pas du tout pareil. Non, c'est plus reposant puisque je suis en hebdomadaire alors qu'avant j'étais en quotidien. Donc oui, je suis un petit peu moins accro. Je suis un petit peu moins sur l'actu du moment. Quand j'ai 48 heures par rapport à une information alors qu'avant, je le supporte alors qu'avant quand j'arrivais 6 heures après, j'étais malade. C'est fou, hein? La notion du temps, comment elle a changé? La notion du temps change, absolument. Ouais, ça c'est curieux. Après, on a des outils formidables aujourd'hui pour se tenir au courant. Moi, mon meilleur ami, c'est Twitter. Je ne m'en cache pas. C'est principalement Twitter, mais à la fois pour l'actualité technologique et pas seulement, pour l'actualité au sens large. Et puis, après, évidemment, tous les sites divers et variés. Ce qui m'a beaucoup étonné aussi, c'est que tout le réseau d'informateurs que j'avais, que ce soit des agences de communication qui veulent faire passer des messages, des gens dans des entreprises, des gens que je connaissais, tout ça ne s'est pas éteint. Et moi, je me suis dit, bon, voilà, ok, je quitte France Info, j'aurai plus l'étiquette France Info, terminé, on va m'oublier. Mais pas du tout, c'est incroyable, je suis dans les scopes, je suis autant sollicité qu'avant. C'est étonnant. Alors bon, parce que Monde Numérique marche bien, l'audience n'a cessé d'augmenter, et puis je pense que les gens ont compris. Il y a aussi une appétence pour le podcast. De plus en plus parmi ces personnes qui sont dans ces sphères de communication, beaucoup écoutent des podcasts. Et donc, ils sont dans le truc. Et pour eux, c'est important de contacter des podcasteurs. Donc, tout cela fait que je suis encore très, très en prise avec l'actualité, et sans doute encore plus qu'avant. C'est drôle parce que tu me fais penser, en disant ça, c'est un peu comme à l'époque où les relationnistes ont découvert que des gens qui faisaient des articles pour le web
dans les médias, finalement, c'était plus intéressant parce que le web, à cette époque-là, restait et on pouvait le chercher par Google. Donc, il y avait de la pérennité à l'information plutôt que la copie papier qui, elle, disparaissait ou la radio. Bien sûr. Alors, la radio, sur France Info, tout ce que je faisais avait une trace sur le web et elle existe encore aujourd'hui. Hein. Donc, la pérennité, on l'avait, mais oui, c'est vrai, c'est important, c'est la force du numérique, ça. Comment tu vis avec le fait que maintenant, à l'intérieur de ta programmation, de ton émission, de ton rendez-vous, tu as aussi des blocs qui sont avec des commanditaires. Est-ce que comment éditorialement tu vis avec ça? Alors oui, je vois ce que tu veux dire. Ce que moi j'appelle des sponsors, des partenaires en fait. Parce que ça, c'est une nouveauté pour toi. Ah oui, c'est complètement une nouveauté pour un journaliste qui en plus vient du service public, biberonné à l'indépendance du service public. En fait, je le vis très bien. Je le vis très bien parce que je fais clairement la part des choses. D'abord vis-à-vis des gens qui écoutent. Alors là, j'ai des intervenants réguliers. C'est indiqué clairement. Je dis, c'est un partenariat. Donc les gens comprennent bien que c'est parce qu'il y a un accord entre nous. Ils soutiennent donc ce sont des entreprises qui soutiennent l'émission, qui permettent de la faire vivre, etc. Et puis surtout, je crois que, et ça c'était un peu le prérequis que je m'étais fixé dès le départ. C'est pas de la pub bête et méchante. Moi, je choisis vraiment les gens que je vais faire intervenir dans le podcast et il faut que ça apporte de l'information. Et toutes les j'ai eu de la chance, les partenariats que j'ai fait jusqu'à présent, mais franchement, aucun ne me fera rougir. Je trouve que chaque séquence enregistrée apportait de l'information et elle était vraiment, il y avait vraiment du bénéfice pour l'auditeur. Donc c'est ça qui est important. Le plus important, il est là. Mais après, je fais la part des choses parce que c'est un peu différent de mes interviews habituelles. Après, le contrat que j'ai avec ces gens-là, c'est que je leur pose toutes les questions que je veux. S'il y a des questions qui vont les embêter, ils font les réponses qu'ils veulent. Je ne vais pas les agresser, évidemment, mais si c'est dans l'air du temps, qu'il y a, je sais pas quoi, il y a une polémique qui peut les concerner d'une manière ou d'une autre, je vais les faire réagir. Ils vont réagir. Mais c'est le jeu et ils l'ont tout à fait compris. Puis parallèlement au podcast que tu fais, tu as aussi maintenant une présence, est-ce que je dirais accrue à la télé spécialisée avec Tech & Co. Avec François Sorel sur Tech & Co. Il y a déjà le rendez-vous que vous avez toujours eu, là, ça c'est... Oui, on fait une émission hebdomadaire. La forme change, mais le rendez-vous est toujours là. Tout à fait. Sauf que parallèlement, maintenant, tu es plus présent sur la chaîne. Alors ça, c'est... Avec des émissions spéciales, des couvertures d'événements. Oui, alors il y a eu beaucoup d'événements ces derniers mois. Il y avait beaucoup d'actualités. Nous, on suit toutes les keynotes, par exemple. Les keynotes Apple, keynote Google, Microsoft, Meta, etc. On en fait des événements et on fait une émission spéciale en même temps que la keynote se déroule pour la faire vivre aux gens, la raconter, etc. Donc ça, effectivement, ça s'est un peu bousculé ces derniers temps. Là, sur la fin de l'année, on fait également une série d'émissions. Alors là, c'est un partenariat avec la Fnac Darty, pour tout ce qui est un peu le numérique en tant que cadeau de Noël pour la fin de l'année, etc. Et ça fait beaucoup de choses. Comment ? C'est un scoop, ça. Ouais. ouais. Non, mais après, c'est délicat parce qu'on est aussi dans une période où c'est un peu fini le délire de la surconsommation, etc. Donc, il faut conseiller les gens sans leur dire achetez ça, dépensez tout votre argent dans des gadgets hyper polluants. Non, on essaye de tenir un peu ces deux éléments-là. C'est intéressant que tu parles de ça parce que dans ta carrière, tu as vécu tout ça. C'est-à-dire qu'il y a la période où les gens découvraient l'informatique. Ouais. Et puis après, il y a eu la vague de l'Internet, il y a eu la vague des appareils qui allaient se brancher sur Internet pour offrir peu importe n'importe quel service. Et puis aujourd'hui, on est rendu à une période qui est beaucoup plus critique par rapport à ça. Est-ce que toi, dans ta façon de traiter l'information, tu sens, tu as commencé à y répondre, tu sens que tu as aussi modifié ton approche par rapport à ça? Complètement, oui. Mon approche a tout le temps évolué, mais ça, tu connais bien ce sujet-là aussi, c'est la magie de ce secteur, c'est qu'il y a eu tellement d'époques différentes, et aujourd'hui, on est dans une toute nouvelle époque où effectivement, il y a une certaine maîtrise des outils, tout le monde a des ordinateurs, tout le monde a des smartphones, bon, c'est une banalité de dire ça, et avec maintenant la contrainte environnementale, le nouveau discours, c'est profitez-en au mieux, mais sans pour vivre le numérique, on n'a plus besoin de changer son smartphone tous les 2 ans.
ou tous les 1 an et demi. C'est pas la peine. Au contraire. Et un ordinateur, vous pouvez le garder 4, 5, 6 ans et vous pourrez continuer à faire des choses fantastiques avec. Et ça, oui, avec François, on est très sensibilisé à cette question environnementale et on essaye à chaque fois d'être dans ce message-là. Même si, bien sûr, l'innovation technologique, la nouveauté technologique, ça passe par des nouveaux produits. Voilà. Mais... Donc, c'est ça. Il y a le travail que tu fais avec François et le travail que tu fais seul à Tech & Co. Comment tu arrives à faire la part des choses par rapport à ce dont tu parles à Tech & Co? Est-ce que tu vas garder ou ce dont tu vas traiter dans ton podcast? Est-ce qu'il y a une ligne qui est très claire ou est-ce que... Très claire, non, mais il y a une ligne. De chaque côté, il y a une ligne éditoriale. Tech & Co, c'est beaucoup plus grand public et produit. Et Monde Numérique, c'est un peu moins très grand public, même si, encore une fois, j'essaye vraiment de rester accessible au plus grand nombre. Et... Le vulgarisateur, en toi, va jamais trop disparaître. Hein? Non, bien sûr. Heureusement, d'ailleurs. Non. C'est pas exactement le même traitement, mais forcément, il y a des zones de recouvrement. Oui, parfois, on va retrouver les mêmes intervenants sur Tech & Co et dans le podcast. Mais j'essaye de pas faire de la duplication, parce que même moi, je m'embêterais, quoi. Ça serait plus facile de faire les mêmes invités, mais je m'embêterais. Mais c'est pas pour ça que je me l'interdis. Parfois, quand il y a des gens vraiment c'est eux qu'il faut avoir parce qu'ils sont dans l'actualité ou autre, je vais pas me priver parce qu'on les a eus aussi sur Tech & Co. Ouais. Donc c'est vraiment au coup par coup. Oui, puis d'autant plus que c'est deux publics, je dirais pas différents, mais... Oui, alors ça c'est... ta niche à toi. Et puis... mais c'est drôle parce que c'est des discussions qu'on a avec François, ça. Parce que moi je lui dis, ouais, mais on fait... Non, j'aime pas quand on fait les mêmes choses sur différentes émissions, etc. Il faut qu'on redéfinisse nos lignes éditoriales. Il me dit, mais non, tu te prends la tête pour rien, c'est pas les mêmes publics, et donc c'est pas grave si on duplique un peu. Et puis une émission qu'on anime tous les deux, c'est pas comme une émission qu'on anime chacun de son côté, c'est pas comme et ainsi de suite. Et oui, je pense qu'il a pas tort finalement. Et puis chacun de votre côté, lui, il y a de quoi je me mêle, toi, tu as le monde numérique. Donc, vous avez chacun votre carré de sable. Oui, on a chacun notre précaré. Ouais. Je veux revenir sur quelque chose que tu disais, ta couverture, ta façon de traiter l'information. C'est Alain McKenna qui récemment me disait dans une entrevue, lorsqu'il y a eu le dernier keynote chez Apple, oui. Qui me disait que c'était la première fois après la pandémie là, qu'on voyait autant de gens se retrouver dans le campus d'Apple. Et il me disait que l'écosystème avait énormément changé et que auparavant, c'était que des journalistes spécialisés. Il y avait quelques grands médias qui étaient là. Mais cette année, c'était presque uniquement des blogueurs et des influenceurs qui étaient là. Est-ce que toi, tu le sens aussi? Oui, bien sûr. Il y a eu un renouvellement déjà générationnel. Et puis oui, il y a des influenceurs qu'on croise très souvent. On est exactement sur les mêmes... Ça va plutôt être à l'occasion d'événements comme précisément la Keynote Apple ou les salons, le CES de Las Vegas... l'IFA de Berlin, etc. Et toi, comment tu te sens par rapport à ça? Alors, moi, je me sens très bien. J'ai des copains qui font ça, qui sont... Oui, on a des jeunes, on a, je sais pas, Romain Laneri. J'en ai pas par rapport aux jeunes. Et évidemment, bon, ça prend du sang neuf, là, mais par rapport à la ligne qui est grise, ou un influenceur, un blogueur qui est invité pour aller dans un endroit comme ça... Oui, mais il faut comprendre les marques qui ont besoin de multiplier leurs créneaux. Ce que je trouve bien, c'est que les grandes marques, comme Apple ou d'autres, etc., font la part des choses. C'est pas pareil. Alors, c'est peut-être pour, je sais pas, ménager la susceptibilité des journalistes qui, au début, ont assez mal vécu ce truc-là. Ça, c'est vrai. Il y a plein de témoignages comme ça. Et les journalistes, moi, c'était un peu énervant. On savait pas d'où ils sortaient, ces mecs-là. Ils étaient sans foi ni loi, etc. Souvent, on est séparés. On n'est pas toujours dans les mêmes lignes d'attente. On n'a pas forcément les mêmes badges, des mêmes couleurs, etc. Bon, après, je crois que c'est un peu chacun fait son boulot dans son coin, et puis c'est tout. Les auditoires, les audiences différentes s'y retrouvent, et voilà. Hein. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas, bien sûr, et je trouve que c'est une évolution logique. Autre évolution, je suis pas allé à la dernière keynote d'Apple, j'étais pas sur place, mais on m'a dit qu'il y avait beaucoup
alors pour le coup de journalisme, mais de médias, ce qu'on appelle lifestyle, de la presse féminine, la presse sportive, la presse un peu luxe, etc. Pourquoi ? Mais ça, c'est le positionnement marketing d'Apple. Ils veulent pousser leurs produits. On n'est plus dans le domaine de l'appareil électronique. Plus dans la tech. On est dans la façon de vivre. Bien sûr. Ouais. Oui. Ça, par contre, ça a été un peu difficile à vivre parce qu'à un moment, on s'est senti moins indispensable, les journalistes vraiment plus hardcore, numériques. Mais on se rend bien compte que ce qui intéresse les gens, c'est plus tellement les performances de tel et tel appareil. C'est qu'on leur raconte des histoires autour de tout ça. On peut faire avec et tout. Je te ramène à ton podcast en terminant. Récemment, tu as tenté une expérience. Et c'est ça qui est chouette avec le podcast, parce que on pourrait difficilement faire ça à l'antenne, inventer une émission puis la retirer quelques mois après. Oui, là. c'est ça. Donc, tu as essayé de faire, pour les gens qui connaissent ton émission... Il fallait pas le dire. Non, mais pour les gens qui connaissent ton... Mais tu fais une émission, c'est un podcast sur la tech ou un podcast sur les médias que tu fais? Non, là, je fais une entrevue avec Jérôme Colombin. Ah bon, d'accord. Alors, je ratisse large. Oui. Et puis, je sais que je fais plaisir à bien des gens. Et moi, je m'inclus dans le lot des gens qui sont heureux en t'entendant. Mais donc, c'est ça. Alors, tu t'es amusé à faire un test, c'est-à-dire que par le passé, tu nous proposais ton podcast, puis après, il y avait des entrevues qui étaient en intégrale. Et c'est toujours chouette de la façon que tu le fais, parce que quand vient le temps des entrevues, tu dis, bon, là, vous pouvez arrêter ici, puis aller écouter les entrevues. Ou sinon, vous continuez, puis bon, c'est comme vous voulez. Ouais, c'est ça. Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pour essayer de satisfaire tout le monde, ce qui n'est pas possible. Mais là, après, tu as décidé de faire une deuxième chaîne, où là, c'était que des entrevues, l'intégrale des entrevues. Puis finalement, tu es revenu à ce que tu faisais auparavant. Ouais, je me suis planté. Planté, non, tu as appris quelque chose. Ah oui, ça j'ai vraiment appris, bien sûr. Mais effectivement, ça n'a pas marché. Je me suis tiré une balle dans le pied. Enfin, je ne vais pas tout dire, mais ça m'a fait chuter mon audience considérablement parce que les gens n'ont pas suivi. Mais ce que je peux comprendre, c'est plus compliqué d'aller chercher un deuxième podcast. Puis pourquoi tu vas le chercher dans la mesure où tu es content du premier? Et j'ai vite. Ça a duré 1 mois et demi, à peu près. Et j'ai rapatrié les interviews. Et la bonne nouvelle, c'est que ça fait une espèce d'électrochoc. Et là, mon audience a explosé. Oui, tu n'as pas perdu personne, tu en as regagné. Non. Au final, je pense que oui, il y a encore plus de monde qui écoute. Ouais. Donc, c'est plutôt bien. Bon. T'es pas planté? Non. Bon. On apprend toujours de ses erreurs. Jérôme Colombin, c'est un plaisir de te voir chez toi. Mais quel plaisir de te recevoir, Bruno, ici, en France, à Paris. T'as vu, on est dans Paris, là. Oui, on a entendu ici et là des petits bruits. Écoute, moi, j'invite les gens, une fois qu'ils ont terminé d'écouter mon carnet, d'aller, si ce n'est pas déjà le cas, de prendre l'habitude d'aller écouter Monde Numérique. Je ferai la même chose. Merci beaucoup, Bruno. Je te remercie. Salut. Autour maintenant de mes collègues et on commence avec Stéphane Ricoul qui s'intéresse à la multiplication des faux profils et arnaques sur la plateforme LinkedIn. J'ai récemment créé un profil LinkedIn d'une personne basée sur l'intelligence artificielle. Par souci de transparence, le fait que cette personne n'existe pas est clairement indiqué à la fois dans son titre et dans son bref résumé d'une carrière qu'elle n'a jamais eue. Mais il semblerait que cette démarche tout à fait honnête de ma part ne soit pas forcément légion. En effet, une augmentation importante de faux profils sur LinkedIn plonge à la fois ce réseau social professionnel dans une certaine crise d'identité et à la fois les chasseurs de tête dans une perte de temps dont il se passerait bien en temps de pénurie de main-d'œuvre omniprésente et pesant surtout très lourd dans la croissance de nos entreprises. Des faux profils qui profitent d'une intelligence artificielle qui s'est grandement améliorée en termes de qualité dans la génération de photos de personnes n'existant pas. Pour ma part, j'ai utilisé le site thispersondoesnotexist.com, une source qui, semble-t-il, est très, très utilisée, et surtout une intelligence artificielle qui s'est démocratisée dans son utilisation. Des faux profils qui semblent venir par vagues successives en fonction de l'actualité. Exemple, les Chief Information Security Officer
se multiplient comme des petits pains chauds dès qu'une cyberattaque d'amplitude fait la manchette des journaux et qui tentent de pénétrer, la plupart du temps, des groupes LinkedIn. Et moi qui croyais que la notion de groupe LinkedIn était totalement dépassée. Et cela donne parfois des situations au potentiel très délicat, comme par exemple certains pirates nord-coréens qui attaquent des sites d'emploi comme LinkedIn ou Indeed et volent des informations sur de vrais profils pour créer des CV plagiés et ainsi décrocher des emplois dans des entreprises américaines de crypto-monnaies. Selon Bloomberg, c'est arrivé dans le cadre d'une grande campagne de collecte de fonds pour le régime du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Le danger étant qu'en exploitant les informations des entreprises de cryptographie, le gouvernement nord-coréen pourrait rassembler des informations sur les futures tendances de la crypto-monnaie et échapper aux sanctions occidentales par le blanchiment de celles-ci. Ou encore, ces faux profils servent au vol d'identité, en se faisant passer pour des recruteurs tout en collectant au passage quelques informations personnelles et financières auprès de ceux qui se cherchent une job. Et que dit LinkedIn dans tout ce dédale de faux profils? Eh bien, ils disent que, et je cite, c'est un défi permanent et qu'ils améliorent constamment leur système pour arrêter les contrefaçons avant qu'elles n'arrivent en ligne. Nous arrêtons la grande majorité des activités frauduleuses que nous détectons dans notre communauté, soit environ 96% des faux comptes et environ 99,1% des spams et des escroqueries. Nous explorons également de nouvelles façons de protéger nos membres, telles que l'extension de la vérification du domaine de messagerie. Notre communauté est constituée de personnes authentiques, ayant des conversations significatives et de toujours accroître la légitimité et la qualité de notre communauté. Fin de la citation. Cependant, selon Tim Kulpan, chroniqueur techno dans les colonnes Bloomberg, ce qui est clair, c'est que le cachet de LinkedIn en tant que réseau social pour les professionnels sérieux en fait la plateforme idéale pour endormir les membres dans un faux sentiment de sécurité. La grande quantité de données que LinkedIn rassemble et publie et qui sous-tend l'ensemble de son modèle commercial mais qui manque de mécanismes de vérification robustes exacerbe le risque de sécurité. Une citation extraite d'un article intitulé de façon très sarcastique « This LinkedIn job posting does not exist ». Maintenant que vous savez que vous devez vous méfier si jamais vous recherchez la job de rêve, payer un salaire mirobolant en mode télétravail aux Bahamas, et pourquoi pas, voici quelques conseils de nos amis du FBI. Et oui, le FBI, puisque juste l'année dernière aux États-Unis, ce sont plus de 16 000 personnes qui ont déclaré avoir été victimes d'escroqueries à l'emploi, engendrant des pertes totalisant plus de 59 millions de dollars selon le Internet Crime Complaint Center du FBI. Donc sachez que c'est un signe d'arnaque à l'emploi si les entretiens ne sont pas menés en personne ou via un appel vidéo sécurisé, si les employeurs potentiels exigent que les employés payent d'avance pour les enquêtes sur les antécédents ou les dépistages, si les employeurs potentiels demandent des informations sur les cartes de crédit, si les offres d'emploi apparaissent sur les sites d'emploi mais pas sur les sites web des entreprises, ou si les recruteurs ou les managers n'ont pas de profil sur le job board ou si les profils ne semblent pas correspondre à leur rôle. Bref, faites quelques vérifications avant de fournir des données personnelles. Au-delà des faux profils LinkedIn, je suis allé faire un petit tour du côté du rapport de transparence de LinkedIn, histoire de voir quels étaient les chiffres qu'il donnait. Un rapport qui couvre les actions que LinkedIn a prises sur le contenu, qui enfreint leur politique de communauté professionnelle et leur accord d'utilisation pour la période entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021. Donc, ça date un petit peu. Un rapport qui résume également les demandes de suppression de contenu basées sur des réclamations pour violation des droits d'auteur. Pour les faux comptes, ils disent en avoir bloqué 96%, soit 11,9 millions. Pour les spams et escroqueries, ce sont 99,1% que leurs équipes ont réussi à supprimer pour un total de 70,8 millions. Pour le non-respect du contenu, on parle d'une détection de 22 846 fausses informations, 16 916 harcèlements, 11 804 contenus adultes, 2 588 contenus haineux, 2 142 contenus violents et 153 contenus exploitant des enfants, gang de malades. Pour le respect des droits d'auteur, ce sont 97,95% des demandes qui ont été acceptées pour un total de 863. Alors voilà, vous êtes à présent prévenus, gare aux faux profils sur LinkedIn. D'ailleurs, vous avais-je déjà dit que j'étais LinkedIn
avec Barack Obama lui-même. Mais fouillez-moi pourquoi, il répond jamais à mes messages. Ce doit être sûrement mon niveau d'anglais, qui n'est pas assez bon. C'est maintenant le temps, comme à l'habitude, d'aller rejoindre quelque part sur la planète mon ami Jean-François Poulin. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, on te retrouve où exactement? Je suis à Amsterdam, proche du centre d'Amsterdam, aux Pays-Bas. Je suis là jusqu'à la semaine prochaine, où la semaine prochaine, je ferai mon reportage de Namur, en Belgique. Bon, méchant globe-trotter. Jean-François, cette semaine, tu nous présentes quoi? Alors, je parle avec Zuber Hafez, qui est auteur et documentariste et qui est très sensible à l'accessibilité et que j'ai rencontré donc à Paris Web, mais que je connaissais déjà des Clubhouse. On a fait tant de Clubhouse pendant la pandémie. On a essayé ça, donc j'avais établi des contacts avec lui là-bas et on s'est rencontrés à Paris Web et où il donnait une présentation sur l'accessibilité des podcasts. Donc, il donnait des trucs pour rendre les podcasts plus accessibles. Et ça, on n'y pense pas toujours. C'est fort intéressant. Et quel personnage fort intéressant aussi. Tout à fait. Mais c'est ça, on n'y pense pas assez souvent à l'accessibilité. Puis dans le podcast, on se dit encore moins, parce que je sais pourquoi, parce que c'est peut-être un médium qui est nouveau, je ne sais pas. Mais il y a des manières de le rendre accessible. Moi, on me l'avait demandé pour Paris Web, je ne savais pas le faire, je ne savais pas par quel bout prendre cette bête-là. Et Zuber nous donne des conseils dans l'entrevue qui sont très, très, très pertinentes pour rendre. C'est très facile à faire. Mais une fois qu'on le sait, ben après, voilà. Si on est capable, comme tout, hein, en accessibilité, quand on commence à programmer un site ou il faut le planifier dès le début. Parce que si on le fait à la fin, ça va coûter beaucoup plus cher. Podcast, c'est la même chose. S'il y a des gens qui sont à l'écoute, qui veulent se partir un podcast, ben de partir accessible, ça va être beaucoup moins cher, beaucoup moins compliqué de le faire au début. Ben merci pour cette rencontre. Alors, je vous salue. Je te souhaite une bonne suite de tournée en Europe, puis on se retrouve la semaine prochaine en direct de Namur. À la semaine prochaine, merci. Salut Jean-François. Salut. Qu'est-ce que tu as dit à Paris Web, donc? Qu'est-ce qui rendrait nos podcasts accessibles? Alors, avant tout, pour faire un podcast, il y a plusieurs étapes. Il y en a 6. Il y a de l'écriture à la diffusion sur nos plateformes. Pour le rendre accessible, c'est les mêmes étapes. C'est juste concevoir et réfléchir avant d'écrire et avant d'enregistrer. Écrire de manière très simple, avec des mots clairs, compréhensible par tout le monde, écrire de manière logique pour pouvoir simplifier pour tout le monde les propos. L'enregistrement est aussi une étape très importante parce qu'il faut enregistrer de manière claire pour que la voix soit entendue. Et ensuite, là, c'est l'étape la plus importante qui est le nettoyage. Le nettoyage de la piste audio. La préparation de tout notre projet. Et tu recommandes d'écrire quoi avant? Donc, d'écrire tout le texte du podcast, ça laisse pas beaucoup de place à l'improvisation, ça? Pas forcément écrire tout le texte, mais écrire les mots les plus importants. Par exemple, des mots qui sont compliqués, podcast, et expliquer les termes qui peuvent être compliqués par rapport à votre sujet. Si on parle d'accessibilité, forcément, on va utiliser les numérogrammes A, 11, Y, le définir, l'expliquer, définir qu'est-ce que l'accessibilité, définir les termes qui peuvent être compliqués pour vos auditeurs. Donc après, on peut partir sur le nettoyage de notre piste audio qui va permettre de simplifier le travail qui va être juste après, qui est le sous-titrage, qui est la partie la plus importante dans l'accessibilité, sous-titrer son podcast. Et là, il y a des outils qui existent. Hein. Il y a la possibilité de sous-titrer avec YouTube, qui permet d'automatiser le sous-titrage. Alors, vous allez me dire que c'est pas forcément correct, mais vaut mieux ça que rien du tout. Parce que sous-titrer tout un épisode, ça prend beaucoup de temps. Si déjà la moitié du travail est déjà fait par YouTube ou par d'autres logiciels d'automatisation, c'est déjà le début de l'accessibilité. Je l'ai jamais essayé, mais YouTube permet également de corriger le sous-titrage qui est proposé, je crois, non? Tout à fait, oui. Okay. Tout à fait. Et après, pour les plus professionnels d'entre nous, vaut mieux passer par Adobe Premiere Pro, qui a une fonction de sous-titrage automatique. Voilà. Et donc, on peut uploader un audio seulement et faire le sous-titrage avec Adobe Premiere et avec YouTube. D'accord. Et après, on peut le récupérer, on peut l'exporter aussi, si on veut le mettre ailleurs, parce que YouTube n'est pas nécessairement la plateforme de podcast préférée de tout le monde, là.
À moins d'avoir de l'image. Oui, on peut le faire, sans aucun problème. Mais il y a un truc qui est important à savoir, c'est que Spotify est arrivé cet été avec cette toute nouvelle fonction qui est le sous-titrage sur ses podcasts. Et la seule manière de bien faire sur Spotify, bientôt sur Apple Podcast et d'autres plateformes, c'est de passer par un projet vidéo, de transformer votre audio sur un projet vidéo. Donc d'utiliser par exemple Adobe Premiere Pro, qui a déjà la fonction de sous-titrage automatique. En même temps, vous restez dans le même logiciel pour nettoyer votre audio, pour intégrer les sous-titres comme vous le souhaitez. Il y a des règles à respecter, mais comme le podcast c'est un peu hors norme, on peut déraper un petit peu, mais il faut respecter la police de caractère, la taille de caractère, le nombre de caractères par ligne. Ça, c'est primordial. Mais après, pour la position, vous êtes un peu libre. Et ensuite, il y a l'étape du visuel et de l'habillage sonore, de l'habillage en général de votre podcast. Là, il y a aussi des règles à respecter par rapport aux images, respecter les contrastes et les couleurs, respecter la taille des caractères des polices. Ne mettez pas trop d'éléments. Soyez vraiment simple, parce que vous en aurez besoin pour décrire votre image sur les réseaux sociaux. Ensuite, il y a l'habillage sonore. L'habillage sonore, à la base, l'habillage sonore est là pour mettre une petite virgule sonore à nos propos ou à faire une pause musicale entre deux thématiques ou deux interventions. Là, faut faire très attention de ne pas prendre une musique trop présente, trop grave ou trop dans l'aigu pour pas perturber les malentendants. Voilà. Et après, il y a la publication. Et là, il y a beaucoup de choses à dire sur les réseaux sociaux. Faut savoir que sur YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter, mettre simplement un audio n'est pas forcément idéal. Donc, il faut aussi intégrer votre image. Voilà. Et oui, d'ailleurs, j'ai remarqué que sur Twitter, dernièrement, il était possible d'ajouter des descriptions aux images, comme sur LinkedIn. C'est bien, ça? Tout à fait. Ça s'appelle l'alternative aux images, parce que sur les réseaux sociaux, tous les utilisateurs mettent des images pour illustrer leurs propos, mais un utilisateur non-voyant ne verra pas l'image, aura comme information image. Donc, le alt. Voilà, donc faut intégrer le alt. Et vous inquiétez pas, c'est très simple. Dans tous les réglages, dès que vous postez votre image en bas à droite, vous avez soit le terme alt, ALT, soit le terme description. Et là, remplissez la caption, remplissez le champ, et ça va nous aider à comprendre de quoi vous parlez, et forcément à cliquer pour écouter votre podcast. Et quelle plateforme tu nous recommandes, Hubert, pour mettre justement tu as parlé de Spotify tout à l'heure, mais bon, les gens, évidemment, quand on le met sur Spotify, ils nous demandent si on est sur iTunes. Quand on est sur iTunes, ils nous demandent si on est sur Spotify. Quelle est la meilleure marche à suivre pour diffuser un podcast partout? Moi, j'utilise WordPress avec le plugin Blueberry et ça l'envoie par fil RSS sur toutes les plateformes. Je suis certain que je suis pas très accessible en faisant comme ça, mais toi, tu recommanderais quoi? Alors, détrompe-toi, tu es accessible parce que le problème, c'est pas toi, c'est les plateformes. Les plateformes d'écoute. Aujourd'hui, sur nos smartphones, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast sont inclusifs et accessibles. Maintenant, pour toi, en tant que créateur, tu fais ce qui te plaît, ce qui te convient, ce qui te correspond. L'objectif final, c'est que tu dois nous donner un contenu qui est accessible. Voilà. Mais donc, si je fais comme je fais en ce moment et j'upload ou je télécharge mes audios sur sans nécessairement avoir de transcription, parce que quand je le fais à partir j'upload un MP3, comment je fais pour faire, par exemple, iTunes ou Spotify pour avoir le sous-titrage pour les personnes malentendantes? Il faut l'intégrer dans dans ta vidéo. Donc, il faut plus que tu parles en MP3, il faut que tu parles en MP4. Certes, ton fichier va être plus lourd, mais les sous-titres vont être reconnus par ces plateformes.
Ah, d'accord. Donc, OK, donc j'exporte en MK. Et l'image que je mets, j'en ai pas en général parce que c'est du vidéo, mais je peux mettre une image statique aussi. Donc, dans Premiere, j'upload, je sais pas moi, 1 ou 2 images de l'événement qui vont, parce que de toute façon, sur Spotify, ça sort pas le lien de vidéo, sur iTunes non plus. Donc, l'image ne nuira pas. Donc, je peux uploader le MP4 avec le sous-titrage, le son et une image statique. Tout à fait. N'oublie pas que sur nos petits écrans de smartphone, on va pas forcément lire le titre de l'épisode ou du podcast. On va être happé par une image, tu vois. Et c'est celle-là qui va nous attirer à cliquer et forcément à découvrir ton univers. Ah, c'est à essayer, mais en général, l'image qui est là sur le podcast est l'image, l'espèce d'image fédératrice qu'on a mis quand on a créé notre podcast. Dans le cas du podcast de Bruno, c'est le visage de Bruno. Dans le cas de mon Apéro UX, j'ai mis une autre image, un logo. Est-ce que donc cette image de vidéo-là qu'on a mis sur Adobe Premiere va se retrouver visible sur Spotify, iTunes? C'est comme ça qu'on va le voir. C'est la première chose qu'on va voir. C'est l'image de l'épisode, dans le fond. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai un rêve ultime, c'est de pouvoir transformer nos podcasts un peu comme les applications de karaoké, avoir des sous-titres assez grands et confortables, avec notre image en arrière-fond, pour pouvoir apporter à tous nos auditeurs malentendants la possibilité de nous suivre dans leur mobilité et confortablement. Intéressant. Mais oui, non, mais c'est effectivement ce qu'on doit viser. Mais tu vois, les conseils que tu nous donnes rendent ça faisable. Moi, j'avais aucune idée, avant que tu nous en parles aujourd'hui, comment faire ou comment rendre un podcast accessible. On me l'avait demandé pour Paris Web. Malheureusement, j'avais pas eu tes bons conseils encore. Mais donc, c'est aussi facile que de l'uploader sur YouTube, l'extraire et de le réimporter sur Spotify, iTunes et les autres, parce que même l'exportation YouTube va me donner un MP4 si je ne m'abuse. Tout à fait. Et le format MP4, c'est un format vidéo. C'est un format qui accepte la vidéo et l'audio. Je savais pas du tout. Donc, pour faire du podcast maintenant, il faut se mettre en tête qu'on doit idéalement filmer en même temps, même à la limite, parce que bon, ça nous permettra de l'avoir sur YouTube. En fait, c'est une économie d'échelle. Plus j'y pense, plus c'est une façon intéressante de voir la chose. Si je fais un podcast et que je prends la peine de filmer, même si c'est pas nécessairement la meilleure qualité du monde, c'est pas perdu. J'hésitais à le faire. Maintenant, je ne plus hésiter à le faire. Donc, je vais filmer les participants, puis importer ça sur YouTube, puis après ça l'exporter en MP4. Donc, ça va donner un produit accessible vraiment pour tout le monde. Et en plus, à la limite, ça me fait un canal YouTube en plus pour aller chercher encore plus d'auditeurs. Tout à fait. C'est absolument génial. Et toutes ces notes de conférences que tu as fait à Paris Web, est-ce qu'on va pouvoir les retrouver bientôt quelque part? Tout à fait, sur le site de Paris Web. Alors, dans un mois, promis, je vais tout faire pour que ça soit un petit peu avant. Mais je vous invite vraiment à me suivre, parce que je monte aussi un atelier, une formation pour expliquer cela plus en détail, parce que n'oublions pas qu'il y a l'audio-description dans le cinéma qui permet de décrire un petit peu toutes les scènes dans un film, mais pourquoi pas dans le podcast de fiction. Absolument. Ce serait une très bonne idée. Et ça, c'est un cours que tu vas donner pour les auditeurs du Québec, ce qui va être accessible en ligne. J'espère. Je ne sais pas quand exactement. On le veut. C'est un peu mon chantier de l'année. Je me concentre pour vous proposer à tous un programme carré de la conception à la diffusion sur les plateformes de votre podcast de manière inclusive et espérant de manière très, très cool. Et ça va être super intéressant. Je serai là cette fois-ci pour écouter cette présentation de ta part. Merci beaucoup à toi, Zuber, et bonne journée. À toi aussi. Au revoir. Eh bien voilà, c'est sur cette note d'accessibilité que se termine cette édition spéciale de Mon Carnet en direct de Paris. Merci à mes invités, merci à mes collègues Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain d'avoir été présents dans cette édition. Puis merci à ma blonde pour son soutien émotionnel et technique. Je vous dis au revoir, bonne semaine et surtout, portez-vous bien.